Notre système éducatif est en panne. Nous devons le réformer. Je rappelle ici, comme hier, à une transformation en profondeur, car tout doit être remis à plat. Des mesures fortes et immédiates seront prises. Alors, dans cet extrait de son discours à la nation du 16 août 2018, Ali Bongo annonçait le début des travaux pour une réforme attendue depuis des décennies au Gabon, la refonte des programmes d'enseignement. Car, après les signatures d'indépendance de 1960, l'une des réformes majeures attendues dans le domaine de l'éducation au Gabon était la refonte des programmes d'enseignement avec pour objectif de marquer la fin de l'école coloniale et la naissance d'un enseignement centré sur les peuples, les besoins et les aspirations du Gabon. Sauf que depuis l'annonce, la réforme peine à se concrétiser et deux questions nous viennent à l'esprit. La première, comment situer le rôle et l'importance du système éducatif dans la construction et le développement du pays? La deuxième, comment rendre l'enseignement utile au développement humain et économique du Gabon? Des réponses à ces questions étaient en partie apportées lors de la conférence d'État africain sur le développement de l'éducation en Afrique de 1961 à Addis Abeba en Éthiopie. Lors de cette conférence destinée aux États nouvellement indépendants dont le Gabon, l'enseignement sera défini comme l'une des bases du développement économique et social. Une série de résolutions est annoncée dans la foulée, mais la mise en application s'est avérée être bien plus compliquée que prévu entre problèmes de financement, influence étrangère et manque de souveraineté. Depuis, en parcourant les publications et articles portant sur le système éducatif gabonais, l'impression laissée est généralement négative. On note principalement des sujets comme l'inadéquation entre l'offre de formation et le marché de l'emploi, les grèves à répétition, la saturation des écoles ou le manque d'équipement dans les établissements scolaires de tout niveau. Si ces problèmes existent bel et bien, ils sont loin d'être les seuls et n'ont pas toujours un caractère prioritaire si l'objectif est d'avoir un enseignement utile à l'essor économique et social du pays. Après avoir dit cela, d'autres questions se posent légitimement. Peut-on honnêtement et objectivement espérer un développement sans un système éducatif capable de produire des individus aptes à porter l'ambition du continent et du pays? Face à l'absence de réforme des programmes pédagogiques après l'indépendance, que peut-on attendre d'une école conçue et façonnée pendant la colonisation pour servir les intérêts du colonialisme français? Où et comment sont élaborées les évolutions qui sont régulièrement apportées au système éducatif gabonais? Alors, installez-vous confortablement pour qu'on analyse les évolutions qui ont fait notre système éducatif actuel et les changements possibles qui peuvent en faire un élément utile au développement de la nation. Pour commencer, il est important de se demander quel est le rôle de l'enseignement dans une nation. Pour nous aider à y répondre, faisons appel au ministre de l'Enseignement supérieur qui déclarait ceci dans une interview parue le 7 janvier 2024. L'université gabonaise est un projet politique. Donc c'est un projet politique pour assurer à notre pays une certaine souveraineté, et c'est d'ailleurs le rôle fondamental de toute université. Cette citation nous plaît bien car elle peut s'appliquer au système éducatif dans son ensemble et elle permet de positionner le rôle de l'enseignement sur les plans politiques et économiques. De plus, à l'instar des secteurs essentiels à la construction d'une nation, le système éducatif reflète les choix qui sont opérés en amont. On choisit le contenu de ce qui est enseigné aux apprenants, on hiérarchise l'importance des disciplines, on choisit l'histoire qui doit être transmise et la manière dont les récits sont présentés. Donc, l'enseignement doit être conçu pour apporter des réponses aux défis politiques, économiques et sociaux sur le court, le moyen et le long terme, selon les objectifs définis dans l'intérêt de la nation. C'est un atout inestimable s'il est bien pensé et il peut être un fardeau s'il est mal conçu. L'école est également un moyen par lequel une nation transmet ses valeurs, son histoire, sa culture aux nouvelles générations. Elle aide à forger une identité nationale en inculquant des idéaux communs et en renforçant le sentiment d'appartenance au collectif. Une jeunesse privée des clés de compréhension des problèmes économiques, historiques, politiques et sociaux auxquels fait face son pays ne peut tenir son rang et œuvrer efficacement à l'accomplissement de sa mission. Peut-on transformer une société sans une transformation nette des programmes enseignés aux enfants?
En effet, si on considère que chaque enfant d'aujourd'hui, donc adulte de demain, est un maillon essentiel de la chaîne qui doit assurer la marche en avant du continent et du pays, les choix effectués dans son développement sont de la plus haute importance. Si l'éducation produit des maillons défaillants, la tâche ne sera que plus insurmontable. Dans la construction d'un système éducatif, l'histoire est une discipline importante et particulière car elle n'est pas une discipline neutre. Les faits sont ce qu'il y a de plus concret et réel, mais la sélection des événements et la manière de les raconter sont des choix. Une connaissance de l'histoire, des événements marquants dans l'évolution d'un pays, permet une analyse éclairée des dynamiques et des problèmes du présent. En ce sens, l'histoire est l'une des matières fondamentales dans la construction d'un système éducatif. L'enseignement de l'histoire permet de positionner les individus dans l'évolution du récit national. Il permet la construction d'une mémoire collective, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des représentations qu'on fait de notre passé et de notre nation. Il aide à la construction d'une identité nationale, à la transmission de valeurs nationales, aide au développement d'une pensée critique et prépare la jeunesse aux défis futurs. Cette mémoire collective, souvent construite à travers l'éducation, les commémorations, les monuments et les récits historiques, joue un rôle clé dans la formation de l'identité collective. Elle peut être influencée par la culture et les valeurs de ceux qui la font vivre. En fonction de ces facteurs, la mémoire collective aide à la quête d'objectifs communs en donnant aux individus un lien à travers une histoire et un héritage commun. Pour mieux comprendre d'où vient l'école que nous connaissons actuellement au Gabon et dans les anciennes colonies françaises et les objectifs de son implantation, il est nécessaire de faire un retour à l'époque de la colonisation. Si l'enseignement colonial a été introduit durant le 19e siècle avec l'arrivée des premiers instituteurs, c'est au début du 20e siècle que l'administration coloniale française met en place et structure son système éducatif dans les colonies d'Afrique subsaharienne. D'abord en Afrique de l'Ouest, anciennement AOF, en partie avec pour objectif de contrer l'influence de l'enseignement islamique et conforter la domination française dans la région, puis dans les pays d'Afrique centrale. Le tout s'inscrivait également dans le cadre de la mission civilisatrice, une idéologie portée par l'État français dans le but d'apporter la civilisation européenne aux peuples africains considérés comme étant païens, sauvages et barbares, comme le déclarait Jules Ferry dans son discours à la Chambre des députés le 28 juillet 1985 par les mots suivants. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour elles un droit parce qu'il y a des devoirs pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Les années 1840 sont marquées par l'installation des premières écoles coloniales dans l'espace AEF. La première école catholique est ainsi ouverte au Gabon en janvier 1845. À sa mise en place, l'enseignement se concentre sur l'agriculture et l'apprentissage des métiers. L'objectif pour l'État français est d'assurer une certaine autonomie sur les plans alimentaires et techniques aux colons installés dans la région et ainsi réduire les besoins d'approvisionnement constant depuis la métropole française. À des fins purement utilitaires, le contenu de l'enseignement est volontairement dégradé et limité à quelques notions élémentaires dans les matières telles que le français et les mathématiques. L'enseignement va ensuite progressivement évoluer et au début des années 1900, la frustration manifestée au sein des populations africaines va pousser la métropole à adapter son modèle. L'école rurale va se développer après la Première Guerre mondiale. Son but était de toucher le monde paysan et de le porter vers ce qui était décrit comme la modernité. C'est également durant cette période que les premiers étudiants africains quittent le continent pour étudier en France. Après la Seconde Guerre mondiale, les révoltes populaires prennent de l'ampleur et les populations réclament un traitement plus égalitaire, notamment dans l'éducation, et poussent à nouveau la France à s'adapter. Un enseignement calqué sur le modèle existant en France métropolitaine va être déployé et c'est le modèle qui sera la référence jusqu'aux indépendances. C'est l'émergence de l'enseignement secondaire. Le contenu de l'enseignement va reprendre ce qui se faisait en Occident entraînant un certain retard et certains contenus vont être adaptés aux populations colonisées. L'enseignement de l'histoire sera spécialement réécrit et falsifié pour façonner le regard des Africains vis-à-vis de la France. L'histoire de la France et celle des civilisations européennes doit ainsi occuper une place centrale dans l'enseignement.
C'est dans ce sens qu'en 1924, Jules IV, administrateur colonial français, déclarait dans une circulaire fixant l'organisation de l'enseignement dans les colonies: l'histoire et surtout celle de la France doit être enseignée aux indigènes des colonies, en particulier aux Noirs d'Afrique. Peuvent-ils ignorer tout de la France et des Français avec lesquels ils sont en relation journalière et qui leur ont apporté la sécurité et la prospérité? Il faut donc faire connaître aux Noirs l'histoire de la France et celle de leur pays. Une compréhension des finalités du colonialisme est nécessaire pour situer le rôle de l'enseignement dans l'entreprise coloniale. Par principe, une colonie existe pour enrichir et faire rayonner la puissance dominante. La colonie lui fournit les matières premières, les denrées alimentaires, les ressources humaines, en bref, tout ce qui est utile à l'enrichissement du colon. L'école coloniale, dans sa conception, avait pour but d'éduquer les populations africaines selon ce que la puissance coloniale attendait d'eux. Des sujets reconnaissant l'autorité et la supériorité du colonisateur et travaillant à l'enrichissement de ce dernier. Pour soutenir le colonialisme, l'enseignement devait remplir certains objectifs dont la formation de subalternes pour l'administration coloniale et la conquête morale des populations africaines. Le cas de ceux qui étaient couramment appelés les semi-lettrés permet d'illustrer ce point. Les semi-lettrés sont des locaux chargés de seconder les colons. Leur enseignement devait leur permettre d'acquérir une instruction suffisante, leur permettant d'affirmer une autorité sur le reste de la population, sans jamais atteindre le niveau d'instruction des colons français. Il n'était pas question de concurrencer le maître blanc ou d'obtenir un quelconque diplôme. Ils étaient sélectionnés et formés pour être des interprètes, des ouvriers, des gardes ou même des sous-chefs. Ils étaient nécessaires aux colons, leur permettant notamment de faciliter les communications à destination des populations. Ils étaient le relais privilégié chargé de faciliter la tâche des administrateurs coloniaux. La conquête morale est un processus par lequel une puissance ou un État colonial impose ses valeurs, ses croyances, son idéologie à une population de cultures différentes, par l'usage de la force si c'est nécessaire. Dans le contexte de la colonisation, cela implique l'imposition de la langue, de la religion, des normes sociales et le système économique de la puissance colonisatrice sur les populations à conquérir. Le système éducatif, en plus de l'Église, était parmi les outils privilégiés pour la conquête morale. Les colonisateurs établissaient des écoles dans lesquelles l'usage des langues locales était interdit et sanctionné. Des enseignements centrés sur les langues, l'histoire et les valeurs des colonisateurs étaient dispensés. La finalité était d'inculquer aux enfants l'amour de la France, d'effacer des mémoires les horreurs commises sur les populations par la France depuis l'esclavage, de créer un sentiment de supériorité culturelle et morale vis-à-vis des Africains pour ainsi les soumettre intellectuellement. C'est dans ce sens que Louis Sonollet et André Pérez, auteurs de manuels d'histoire dont le manuel Moussa et Gigla, distribué et utilisé en AOF pendant la colonisation, déclaraient « Nous avons poursuivi un triple but. Compléter l'instruction de l'écolier africain au point de vue de la lecture, tout en l'intéressant et en l'amusant. Aider à son éducation morale, sociale et pratique. Lui faire connaître et aimer la France. Lui montrer notre pays comme étant le plus glorieux, le plus avancé en civilisation, le premier tout autant par le courage de ses soldats que par le mérite de ceux qui l'ont illustré. Particulièrement de ceux qui ont apporté en Afrique occidentale la prospérité et le progrès. L'Afrique produit des hommes, comme disait Faidherbe, faisant de ces hommes des Français heureux et fiers de l'être. Phono de foi, chouk dans les abîmes, lourd dans la cabine, Thomas Soum, les mbouts, il assassine. Féfé mode 2 à l'aise sur la cime, l'acier dans l'air, l'élément est fer et qu'on est l'âge de la terre. L'immortalité passe dans une radio via des assauts. Des accès, les mortels veulent la tech avec des lasso. Des assauts fébriles sur la grande place Warzok, mes écrits représentent